Oui. Bien, chers collègues, mesdames et messieurs du public, on va commencer cette séance un peu particulière. C'est notre première vraie grande séance, je dirais, après l'installation du président. On a une séance un peu chargée et ça a toujours été l'habitude de faire des séances décentralisées. Il faut bien commencer par quelque part, il faut bien commencer par un canton. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux du canton de Genasse. Voilà, je cherchais le nom du canton. Ce que nous allons peut-être proposer, c'est à monsieur le maire qui doit être ici, de nous faire un petit mot de bienvenue ou d'accueil. Monsieur le Président, mes très chers collègues élus, messieurs les gendarmes, mesdames et messieurs, ben oui, c'est vrai, je suis très très honoré de vous accueillir aujourd'hui à Saint-Pierre-de-Chandieu. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi dans ce collège qui est fort de symboles. D'abord, Charles de Gaulle, c'est un vrai symbole. Et puis, ce qui est écrit au-dessus du collège, liberté, égalité, fraternité. Et la fraternité, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Mais c'est ce qui également nous a fait gagner les élections. Et Monsieur le Président, je voulais quand même vous dire, on a gagné les élections, alors je dis on parce que je me mets dedans, mais aussi avec la manière, et vraiment toutes mes félicitations. Je voulais également dire à mon très cher collègue Daniel Valero, qui m'a demandé d'être son remplaçant. Ben écoute, très cher Daniel, si un jour tu veux partir député, sénateur, etc., je suis à ta disposition, je suis prêt à être là. Le message est passé. Merci encore d'avoir choisi Saint-Pierre-de-Chandieu. Je vais bien sûr appeler les deux élus du territoire, mais monsieur le maire, il y a une méthode encore beaucoup plus radicale, celle qui consiste à lire la revue Nécro le matin. Ça va encore beaucoup plus vite. Alors, vous les connaissez tous, Daniel Valero et son nouveau binôme, la maire Hernandez, vont vous parler en quelques mots du canton. Et puis, comme ce sont des élus très gentils, ils ont demandé à leur binôme, leur remplaçant. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter le Progrès tous les jours quand même, monsieur le maire. Voilà. Non. C'est Daniel qui commence ? Oui. Voilà. Oui. Je commence. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais j'espère que la presse n'est pas là. Les bruits vont courir, c'est bon. Il y a déjà cette difficulté dans l'Est lyonnais. Si Raphaël, tu en rajoutes, ça ne va pas s'arranger. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, bien sûr. On a préparé un petit jeu de rôle avec Christine. Donc nous sommes ravis, bien entendu, avec Christine Hernandez, de vous recevoir pour la première séance, comme l'a dit le président, du conseil départemental du Rhône de la mandature 2021-2027. Bien entendu, sur le canton de Genasse. Merci, monsieur le président, d'avoir songé à notre beau territoire pour démarrer le travail de ce nouveau mandat. N'est-ce pas, Patrice ? Pour Christine Hernandez et moi, c'est un joli clin d'œil à notre équipe. Vous ne le savez sans doute pas, on va faire un scoop aujourd'hui, mais Christine Hernandez sera bientôt résidente de cette belle commune de Saint-Pierre-de-Chandieu. Et son maire, Raphaël Ibanez, qui vient d'intervenir brillamment, est mon remplaçant au sein du département. Si j'ajoute que Marie-Laure Rey-Palarousse, qui représente la ville de Colombier, ici présente, remplaçante de Christine Hernandez, est avec nous aujourd'hui, vous constaterez que notre quatuor est entièrement mobilisé pour vous accueillir. C'est aussi un clin d'œil à ma nouvelle délégation, car notre assemblée siège dans le dernier collège inauguré par le département, le collège Charles de Gaulle, comme l'a dit Raphaël. Vous me faites donc, monsieur le président, entrer très vite dans le vif du sujet. C'est enfin aussi un clin d'œil à nos habitants et aussi une forme de reconnaissance, car ici, le groupe majoritaire a été particulièrement bien élu avec près de 77% des suffrages sur l'ensemble du canton, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Certains bureaux ont même affiché des résultats à plus de 90%, contre, je le rappelle, le Rassemblement national pourtant très implanté ici. C'est dire si nos habitants ont été convaincus par notre bilan et par notre programme. Et les soutiens, et je profite aussi pour remercier 6 maires qui nous ont largement soutenus. Et je rappelle que les soutiens, c'est précieux. Merci
à eux et merci à tous ceux qui nous ont accompagnés et félicitations à tous pour votre élection. Christine, c'est à toi. Alors, c'est Daniel Valero qui a reçu la délégation des collèges, mais c'est à moi que revient le rôle d'institutrice pour vous présenter notre canton. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de bizutage là-dessous, mais bon. Cette présentation est, je crois, la coutume lors des séances décentralisées du département. Alors, allons-y. Concernant la leçon de géographie, le canton de Genasse regroupe 8 communes, Colombier-Saunieux, Genasse, Jonc, Pusignan, Saint-Bonnet et Saint-Laurent-de-Mur, Saint-Pierre-de-Chandieu et Toussieux. Il recouvre exactement le même territoire que celui de la CCEL, Communauté de communes de l'Est lyonnais. C'est l'un des cantons les plus peuplés, avec plus de 41 269 habitants. Et Genasse en est bien sûr le chef-lieu. Concernant la leçon d'économie, c'est un canton exceptionnel, avec de nombreuses zones d'activité, dont une partie de la 2e zone industrielle de France, et aussi une plateforme aéroportuaire. C'est également, et c'est moins connu, un vaste espace agricole et paysager, animé par de nombreuses et dynamiques exploitations agricoles, et je peux en témoigner, puisqu'au décès de mon mari qui était agriculteur, j'ai repris la production de fraises avec ma fille. Le canton de Genasse, ce sont près de 25 000 emplois, mais aussi la jonction avec tous les grands axes de déplacement. Aéroport international de Lyon-Saint-Exupéry, gare TGV, axes routiers et autoroutiers stratégiques pour les connexions européennes et pour la desserte locale, une appartenance désormais bien installée au réseau de transport urbain des TCL. Grâce à ces infrastructures, le canton de Genasse constitue la porte d'entrée de notre département sur la zone européenne et le monde. Concernant les économies, sonnantes et trébuchantes, le canton de Genasse est très généreux pour les recettes du département, mais aussi pour d'autres et en dépit de toutes les nuisances subies du fait de ces infrastructures. C'est l'occasion de rappeler le refus en 2014 de Daniel Valero, maire de Genasse déjà, adressé aux 2 décideurs de l'époque concernant l'adhésion à la métropole de Lyon. Ce refus a tout simplement permis au département du Nouveau-Rhône d'émerger. Il a lui aussi permis d'exister dans la durée et notamment par son apport financier après la partition avec le voisin métropolitain. Concernant la leçon départementale, et pour finir, c'est un canton doté de 3 collèges publics et bientôt 4, qui s'installera à Genasse, et un collège privé. C'est une maison du Rhône qui va se réinventer dans un nouveau bâtiment et une maison France Service. C'est aussi tout un réseau de routes départementales, d'équipements publics ou associatifs que la collectivité départementale, et c'est nouveau pour nous, a su aider au fil du dernier mandat. Et à en juger par nos résultats aux élections départementales, qui sont l'ultime examen de passage pour les élus que nous sommes, notre copie a eu l'air de convaincre le jury. Merci pour cet accompagnement apporté à notre territoire et à nos habitants, et en avant pour le nouveau mandat. N'hésitez pas, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, à revenir sur notre canton de Genasse. Vous y serez toujours bien accueillis, parce qu'ici, et c'était notre slogan de campagne avec Daniel Valero, nous avons la fibre Rhône. Merci. Merci, chers collègues. Voilà, je crois que tout le monde le sait, on est dans un canton
un peu particulier qui a la chance pour certains ou la malchance pour d'autres d'avoir l'aéroport Saint-Exupéry, qui est un vrai atout pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec des projets d'infrastructure qui parfois interrogent, parfois sont contestés, et puis cette deuxième zone industrielle de France, qui fait que globalement sur ce territoire, on a là à peu près le coffre-fort du département. Voilà, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est quelque chose d'important. Moi, je veux bien que certains élus expliquent à d'autres, on ne veut pas de ça ici, on ne veut pas de ça là, mais que les élus s'occupent de leur territoire avant de toucher à ma zone. Je vais laisser notre Benjamin faire l'appel pour que nous puissions rentrer je veux dire, de plein droit dans notre séance publique. Allons-y. Pascal Bay, Béatrice Berthoud, Jean-Jacques Brun, Pascal Chapeau, Colette Darphin, Sylvie Épinat, Évelyne Geoffrey, Claude Goa, Valérie Grillon a effectué pouvoir à Madame Darphin, Christophe Guillotot, Christine Hernandez, Daniel Julien, Annick Lafay, Catherine Lotte, Philippe Marion, Bruno Pélachon, Daniel Pommeret, Frédéric Ponchéry a fait un pouvoir à Madame Geoffrey, Martine Publier, Thomas Ravier a donné pouvoir à Monsieur Pommeret, Mireille Simian, Michel Tien a donné pouvoir à Madame Épinat, Daniel Valero, Patrice Verchère, Christian Vivier-Merle. C'est bon pour l'appel, Monsieur le Président. Merci, le quorum est atteint. Nous allons pouvoir délibérer. Je déclare la séance ouverte. Et c'est Colette Darphin qui commence le premier rapport sur votre tablette, l'information des commissions. C'est ce qui va animer notre vie publique pendant, je dirais, le mandat. Il y a toute une série. En fait, nous sommes là dans l'installation vraiment du conseil départemental aujourd'hui. Alors, tout à fait. Plusieurs rapports qui vont mettre en place notre Assemblée. La formation des commissions spécialisées, tout d'abord. Il s'agit, conformément à l'article 3122.5 du Code général des collectivités territoriales, de former nos commissions spécialisées, de définir leur domaine de compétences et désigner leurs membres. On vous propose de fixer à 4 le nombre de commissions spécialisées correspondant à nos principaux axes de compétences départementales et à l'organisation de l'administration par pôle. Commission 1, la commission éducation et attractivité, avec champ de compétences les collèges, l'éducation, sport et jeunesse, tourisme, culture, attractivité et vie associative. La présidente de cette commission sera Christine Hernandez et les membres seront Martine Publier, Daniel Valero, Béatrice Berthoud, Catherine Lotte, Philippe Marion et Pascal Bay. La commission politique territoriale, qui recourt comme compétence la stratégie territoriale agriculture, ruralité, voirie, nouvelle mobilité et transport, aménagement du territoire, du logement, de l'habitat, du partenariat avec les collectivités et les acteurs économiques. La présidente sera Valérie Grillon, membres Colette Darphin, Bruno Pélachon, Daniel Julien, Frédéric Ponchéry, Christian Vivier-Merle. Commission solidarité, dans laquelle on retrouvera les solidarités, l'autonomie, la santé et services aux usagers, l'enfance, famille, égalité femmes-hommes et l'insertion et l'emploi. Évelyne Geoffrey en sera la présidente. Les membres seront Thomas Ravier, Mireille Simian, Annick Lafay, Pascal Chapeau, Catherine Lotte. Et la commission Finances, Ressources et Développement durable. On retrouvera les compétences des ressources financières et humaines, affaires juridiques et achats, transformation numérique, développement durable, bâtiment, énergie et logistique, sécurité et citoyenneté. Claude Goa en sera la présidente. Membres Sylvie Épinat, Patrice Verchère, Daniel Pommeret, Jean-Jacques Brun, Michel Tien, Morgane Griffon. Voilà pour ce rapport. Merci. L'ensemble des commissions sont sur vos tables. S'il y avait des difficultés des uns et des autres, un changement est toujours possible. Mais quand on fait un changement, il faut le faire à deux. C'est logique. Je rappellerai que tous ceux qui veulent aller dans la commission d'à côté le peuvent, mais avec voix consultative. Je vois que M. Valero veut s'exprimer. Oui, je disais juste que il m'a semblé voir Catherine Lotte dans une première commission et dans une troisième, la 3. Donc, elle ne doit plus être à l'éducation d'activité, elle doit être uniquement à solidarité, si ma mémoire est bonne. Alors, heureusement qu'on a un collègue qui suit, qui veille à ce que fait Mme Lotte. Et peut-être. Alors, tu as choisi quelle commission ?
Parce qu'on a un nouveau document sur table et elle n'est plus dans la commission éducation. Ah, mais alors, ce qu'il faut prendre, c'est quoi? C'est le document sur table? C'est celui-là. Sur table. Sur table. Sur table. Et sur table, c'est bon? Ah, ben voilà. C'est sur mon rapport où c'était pas noté comme il faut. C'est ça, les gens du vieux monde, et ils restent dans leur rapport d'origine, hein, madame. Alors, avec les interventions des uns et des autres, je dirais le correctif qui a été fait sur le nouveau rapport qui vous a été présenté, je mets, s'il n'y a pas d'autres interventions que celle de M. Valero, qui nous ramène dans le droit chemin, je mets le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Il est adopté à l'unanimité, et je vous en remercie. C'est toujours Colette Darphin sur le règlement intérieur. Alors, dans les 3 mois qui suivent le renouvellement de notre Assemblée, nous devons approuver notre règlement intérieur conformément à l'article L. 3121-8 du Code général des collectivités territoriales. Ce document, en 12 chapitres, définit l'organisation de l'Assemblée départementale, le fonctionnement des différentes instances, celui des groupes d'élus et certaines prérogatives relatives au statut des conseillers départementaux. Donc le règlement intérieur, vous l'avez tous eu. Il est précisé notamment, reprécisé notamment certains points concernant le rôle de la commission générale. À la demande du président, l'Assemblée départementale peut se réunir, toutes commissions confondues, en commission générale. Elle se substitue alors aux commissions spécialisées et donne un avis sur les projets de rapport avant qu'ils ne soient soumis au vote de l'Assemblée départementale ou de la commission permanente. Également, le rôle des commissions spécialisées est complété par 2 points. Les membres des commissions spécialisées ont voix délibérative dans la commission auquel ils sont rattachés. Le président du conseil départemental, les vice-présidents et le rapporteur général du budget sont membres de droit de chaque commission aux voix délibératives. Et elles sont un lieu de dialogue et de partage entre les élus qui, au-delà de l'examen des rapports, donnent la possibilité d'échanger sur des sujets d'actualité. Voilà, pour permettre aux élus d'assister à toutes les commissions spécialisées, un principe de non-chevauchement des horaires a été acté. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette proposition qui vous est faite? S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport qui vous a été présenté par Colette aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Et c'est toujours Colette Darphin qui nous parle des représentations du département dans la tablette 1.3. Oui, ce rapport a pour objet la désignation des représentants du département à la suite de l'élection départementale des 20 et 27 juin 2021, conformément à l'article L. 3121-22 et 3121-23 du Code général des collectivités territoriales. Et la liste de ces représentations a dû vous être communiquée. Est-ce que vous l'avez? Oui, c'est bon? J'imagine qu'elle doit être sur table. Oui, normalement. Oui. Je rappelle aussi que pendant le cours du mandat, des choses peuvent changer, peuvent évoluer en fonction de... Il y a des souhaits des uns et des autres, et puis ceux qui pourraient être tentés pour aller au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Enfin, tenter, j'ai dit. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observations. Je mets le rapport aux voix tel qu'il vous a été présenté. Pas de vote contre, pas d'abstention. Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Toujours Colette Darphin sur la tablette 24, voilà. Conditions d'exercice du mandat de conseiller départemental. Donc, il convient également de délibérer sur les indemnités des conseillers départementaux. Il vous est proposé de retenir le taux de majoration maximum par fonction, comme au précédent mandat. Membre de la commission permanente, indemnité du conseiller départemental majorée de 10%. Vice-président chargé d'une délégation, majoration de 40%. Et le président du conseil départemental, traitement correspondant à l'indice terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, majoré de 45%. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention. Je mets le rapport aux voix. Pas de vote contre, pas d'abstention est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et puis, je ne sais plus où on en est. C'est toujours Colette Darphin, madame. 1,5. Donc là, c'est les moyens accessoires consentis aux conseillers départementaux. Donc, dans ce sens, il est possible d'utiliser les pièces de réception situées dans l'hôtel du département, telles que définies dans le règlement. Offert également la possibilité d'utiliser un véhicule de service avec ou sans chauffeur. La possibilité pour le président d'utiliser le logement de fonction situé à l'hôtel du département, cours de la Liberté. Et chaque conseiller départemental reçoit une dotation de fourniture de bureau. Pas d'intervention, je mets le rapport aux voix tel qu'il était présenté. Pas de vote contre, pas d'abstention, il est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. C'est toujours Colette Darphin. Voilà. Pour les conditions d'exercice des mandats, je féliciterai déjà les 2 présidents de groupe. Ce sont les moyens alloués au groupe.
Donc, la composition des groupes a été arrêtée dernièrement. 9 élus pour le groupe Centre démocrate et indépendant et 17 élus pour le groupe Union de centre et de la droite, du centre et de la droite. Donc, une enveloppe pour chacun des groupes à hauteur de 30% de l'enveloppe indemnitaire affectée aux élus, ce qui correspond à 39 380,18 € pour le groupe Centre démocrate et indépendant et 74 384,77 € pour le groupe Union du centre et de la droite, soit un total au budget de 113 764,95 €. Et en complément de ces enveloppes, le département pourra mettre à disposition des membres élus, à titre individuel, des moyens matériels tels que documentation, courrier et communication, matériel informatique et téléphonie, petit matériel de bureau, accès aux documents et photographies, propriété du département. Merci. Je remercie aussi pour leur collaboration les collaborateurs de groupe qui sont essentiels à la vie démocratique de notre institution. Je mets donc le rapport aux voix. S'il n'y a pas de prise de parole, pas d'abstention, pas de vote contre, est adopté à l'unanimité. Et c'est toujours Colette Darphin sur le 1.7. Le régime de remboursement des frais exposés par les conseillers départementaux. Afin de faciliter l'exercice de votre mandat, vous bénéficiez de remboursement de frais engagés au titre de votre mandat. Concernant les frais de déplacement et de séjour lors de la participation à des réunions pour représenter le département au sein d'organismes, frais d'accompagnement et d'aide technique pour les élus en situation de handicap, frais de garde d'enfants ou de personnes dépendantes. Merci, c'est vraiment le fonctionnement interne de notre institution et de ce qui nous lie les uns et les autres dans l'exercice de notre mandat. Je mets donc le rapport aux voix, s'il n'y a pas de prise de parole, pas d'abstention, pas de vote contre, est adopté à l'unanimité. Et c'est, je crois, toujours Colette Darphin qui Le dernier rapport concernant notre fonctionnement, c'est le droit à la formation des conseillers départementaux. Donc, concernant les formations obligatoires, formations liées à l'exercice du mandat et droit individuel à la formation. Donc, ces formations doivent s'inscrire dans les principales orientations suivantes relatives à la gestion et aux politiques publiques, formation en lien avec les compétences du département du Rhône et formation favorisant l'efficacité personnelle. Le départ en formation est subordonné à la signature préalable d'une convention tripartite entre l'élu, le centre de formation et le président du département. Le taux des dépenses de formation est fixé à 7% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil départemental, soit 53 090 € du budget prévisionnel pour 2021. Et puis également, les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement engagés par les élus dans le cadre d'une formation sont pris en charge par le département. Merci. Moi, je pense qu'il faudra peut-être qu'on se penche sur un côté formation sur le cyber. C'est quelque chose qui peut tous nous toucher. Rappelez-vous ce qui s'est passé à l'hôpital de Villefranche. Mais à partir du moment où on est connecté, on peut tous être des victimes, surtout dans une collectivité comme la nôtre, quand on sert 35 000 prestations. Je ne vous dis pas la possibilité d'entrée que certains peuvent avoir comme dégâts à la sortie. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, est adopté à l'unanimité. Merci Colette. Et nous en passons au compte de gestion, Sylvie Épinat, le 1.9. Oui, Président, je vais vous présenter, chers collègues, le compte de gestion portant sur la synthèse du premier audit à blanc dans le cadre de l'expérimentation et de la certification des comptes. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le compte de gestion doit être approuvé préalablement au vote du compte administratif. Le solde 2020 figurant au compte de gestion s'élève à 49 945 156,83 €. À la suite de la mise en œuvre de l'instruction budgétaire et comptable M57, il convient d'expliquer les écarts entre les résultats globaux décrits dans le compte de gestion et le compte administratif. L'écart entre les deux résultats de clôture est ainsi de 17 761 611,06 €. Cet écart est lié aux modalités d'appurement du compte 1069. Par délibération en date du 29 novembre 2019, le Conseil départemental a décidé, conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la M57, de procéder à un appurement sur 10 exercices successifs. La pairie départementale a été, quant à elle, tenue d'apurer le compte de gestion au 1er janvier 2019 de l'intégralité du montant qui était inscrit sur ce compte.
L'explication de l'écart entre le compte de gestion et le compte administratif 2020 est donc strictement conforme au tableau d'apurement du compte 1069 adopté par la délibération de novembre 2019. Dans le cadre du dispositif expérimental de certification des comptes, le compte de gestion doit être complété de l'annexe. En effet, les états financiers qui constituent le dossier devant être certifiés par le commissaire aux comptes sont composés du bilan de la collectivité, du compte de résultat et de l'annexe. Cette annexe, c'est une succession de notes destinées à fournir des éléments explicatifs sur la structure des différents postes du bilan et du compte de résultat. En complément de ces états financiers, le commissaire aux comptes a produit une synthèse. Cette synthèse souligne le fort engagement de la collectivité dans sa démarche. Pour cette première année d'audit, le commissaire aux comptes a formulé dans son rapport 7 réserves, dont il est important de noter que 4 sont de portée nationale et ne relèvent donc pas du Conseil départemental du Rhône. Il s'agit des réserves portant sur les disponibilités, les fonds propres, les produits et notamment impôts et taxes, les charges d'intervention liées au RSA. Sur l'ensemble de ces réserves, le commissaire aux comptes souligne l'impossibilité pour le département, au regard des éléments qui lui sont communiqués, de documenter de manière exhaustive les écritures passées. Les 3 autres réserves formulées par le commissaire aux comptes concernent les comptes de tiers, les provisions pour risques et charges, enfin les immobilisations incorporelles et corporelles. Concernant les réserves portant sur les comptes de tiers et les immobilisations, un travail de fiabilisation a été engagé par la collectivité. Pour la réserve portant sur la provision constituée par le département au titre de l'actuelle crise sanitaire, cette dernière n'étant pas prévue explicitement dans la nomenclature M57, il n'a pas été possible pour le commissaire aux comptes d'en valider la mise en place. Il est important de rappeler que le département du Rhône participe activement à ce projet expérimental. Ainsi, il faut remonter au niveau national les points de difficulté identifiés pour permettre de définir les conditions de sa généralisation. Et je tiens à souligner et à redire encore tout le travail de l'ensemble des services du département, principalement des services financiers, des échanges qu'il y a avec la péridépartementale et donc le travail qui a été fait avec le commissaire aux comptes. C'est tout le résultat d'une équipe qui a permis d'avoir ces résultats. Monsieur le Président, il faut donc à présent approuver ce compte de gestion 2020 présenté par le payeur départemental ainsi que les demandes d'ajustement formulées par le commissaire aux comptes, d'approuver les états financiers 2020 du département du Rhône composé du bilan, du compte du résultat et de l'annexe, et de prendre acte de la communication de la synthèse du rapport d'audit 2020 du commissaire aux comptes. Synthèse que nous avons eue il y a quelques instants par M. Gérard, qui pilote l'équipe qui est en charge du regard de notre certification des comptes, démarche que nous avons voulu, qui est une démarche pour laquelle nous sommes que 6 départements à la Loire, sous gestion de la Cour des comptes et non pas la Chambre régionale des comptes, qui nous a déjà permis de revisiter certaines de nos fonctionnements, une démarche que l'on a souhaitée eu égard à ce qu'étaient les conditions financières que nous avons trouvées quand nous sommes arrivés. Et je crois qu'on va arriver en 3 ans à avoir, j'espère, une situation financière qui puisse être validée par la Cour des comptes et qui sera, je dirais, une modernisation de ce qu'est aujourd'hui le fonctionnement des collectivités et qui servira après à d'autres. J'espère que le Parlement validera cette posture au niveau national. Merci, comme vous l'avez souligné, Madame la Vice-présidente, tous ceux qui nous accompagnent. C'est presque 60 personnes du département qui sont, je dirais, acteurs de cette certification des comptes dans des services complètement transversaux. Il n'y a pas que les services finances. Monsieur le directeur, je vous demanderai de transmettre
auprès de tous les collaborateurs qui sont ici, Madame Hentin, bien sûr, M. Tardikové, mais tous ceux qui sont dans cette certification, qui est quand même un acte, je dirais, extrêmement important, pour lequel, je le rappelle, on était volontaire. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport tel qu'il a été présenté aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Et je vais devoir laisser ma place à... Je suis désolé d'appeler la doyenne. Ça ne se fait pas. D'habitude, c'est un doyen, mais là, il n'est pas là aujourd'hui. Voilà, donc Madame la Présidente, je vous laisse la place. Merci, Monsieur le Président. Je ne voulais pas que ça se sache, mais... Ben, ça se voit, alors. Ça se voit parce que la place est prise. Hein. Bon, alors, c'est tout écrit là. Hein. Oui, mais je sais ma leçon par cœur. Bon, allez, à toi. Comment? Ça se voit pas. Non, mais c'est pas grave. Bien. Alors, le quorum étant acquis, je vais laisser la parole à M. Patrice Bercher qui va nous présenter le compte administratif. Merci beaucoup, Madame la Présidente de séance, mes chers collègues vice-présidents et collègues conseillers départementaux. En cette séance, en effet, tout à fait particulière, puisque, comme cela a été rappelé, c'est la première de notre mandat, après la séance d'installation qu'il y a eu il y a quelques semaines. Nous allons donc vous proposer une présentation du rapport du compte administratif et de l'activité des services départementaux pour 2020 à deux voix. Je le présenterai donc en tant que rapporteur du budget avec Sylvie Épinat, vice-présidente en charge des finances. Alors la présentation du compte administratif est toujours l'occasion de regarder en arrière sur ce qui a été fait précédemment. Donc ce compte administratif 2020 est aussi le dernier du mandat de la précédente majorité et témoigne donc de la gestion qui aura été réalisée lors du précédent mandat. Ce que je peux dire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, qui est sorti, et mes chers collègues, notamment pour les petits nouveaux qui, comme moi, sont au Conseil départemental aujourd'hui, c'est la saine gestion de notre collectivité. Ce compte administratif 2020 vient confirmer la bonne santé financière de notre collectivité. Nous pouvons donc voir les prochaines années avec sérénité et ambition, nonobstant, bien entendu, de nouvelles lois de décentralisation qui viendraient modifier des ressources financières, voire les supprimer, ou de nouvelles compétences qui impliqueraient donc de nouvelles dépenses. Mesdames, Messieurs, nous en passons donc à la situation financière et donc au résultat global de clôture qui s'élève au 31 décembre 2020 à 767 millions, 89 centimes. C'est des grosses sommes, on n'a pas forcément l'habitude dans nos collectivités respectives de parler avec autant de millions. Mais ce résultat est la somme du résultat de fonctionnement et du résultat d'investissement. Et l'affectation définitive de ce résultat du budget du département vous sera proposée dans le rapport concernant la décision modificative numéro 1. En 2020, notre épargne brute reste un des marqueurs de la solidité financière de notre collectivité. Celle-ci correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement et s'élève en 2020 à un peu plus de 58 millions d'euros. Notre épargne nette, c'est-à-dire l'épargne brute minorée de remboursement du capital de la dette, s'élève quant à elle à presque 28 millions d'euros. Cet indicateur nous permet à la fois de financer nos investissements, mais également de réduire notre recours à l'emprunt. Ainsi, mes chers collègues, et ce malgré la crise, notre épargne brute progresse d'environ 3%. Ce bon résultat est le fruit de deux facteurs déterminants. Avec la création, dès le début de l'épidémie, d'un fonds de réserve et de solidarité lors de la séance du 28 avril 2020. Donc ce fonds était destiné à prendre en charge les impacts budgétaires de cette crise. Il a permis de financer ces dépenses nouvelles par des économies et des redéploiements de crédits. Donc on peut remercier bien entendu l'ensemble des services et l'ensemble des vice-présidents qui avaient la charge d'un certain nombre de crédits qui ont su faire des économies et redéployer ces crédits, qui n'est jamais évident à faire dans le contexte actuel. Chaque dépense nouvelle a donc été ainsi financée sans hausse du budget. La préservation de notre épargne, ce que l'on peut dire, tient donc en partie à cette stratégie financière qui a été une bonne stratégie financière.
Le deuxième point qui nous permet d'avoir cette bonne stratégie financière, c'est aussi grâce au maintien du produit des droits de mutation à titre onéreux qui ont bien résisté à la crise sanitaire. Contrairement à ce qui avait été anticipé, et il vaut mieux être prudent dans ces cas-là, notre produit a légèrement progressé de 1% pour atteindre près de 96 millions d'euros. Mais ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que la dynamique de cette recette a été stoppée. Nous estimons ce manque à gagner à 7,8 millions d'euros, mais fort heureusement, la recette ne s'est pas effondrée comme nous avions pu le craindre à l'époque et au regard des annonces nationales sur 2020. Autre marqueur de notre santé financière en 2020, notre désendettement qui s'est poursuivi à hauteur de 11 millions d'euros. Au 31 décembre 2020, notre encours de dette, net de l'aide du fonds de soutien lié à la sortie des emprunts structurés, atteint 324 millions d'euros et est presque revenu au niveau qu'il avait avant les opérations de sécurisation de la dette menées en 2016. On le voit sur le tableau qui vous est présenté. Il y a une augmentation très importante en 2016 pour justement restructurer notre dette. Et ce qu'il y avait en 2016, il y avait notre dette sur les emprunts toxiques avait été convertie, près de 111 millions d'indemnités de remboursement qui avaient été anticipées. C'est là où on voit cette montée importante en 2016. Mais aujourd'hui, on voit très bien qu'on est revenu à une situation antérieure beaucoup plus saine. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, l'impact du Covid, le coût de la crise a été estimé à près de 20 millions d'euros en 2020. Ça, c'est un chiffre qu'il faut vraiment que nous ayons tous en tête pour notre département. Ce coût s'explique à près de 54% par des dépenses supplémentaires et à 45% par des recettes en moins pour notre collectivité. Du côté des dépenses, la Covid-19 a en effet engendré près de 12,5 millions d'euros de dépenses supplémentaires, essentiellement liées concernant l'allocation RSA, augmentation du nombre de bénéficiaires. Les dépenses d'hébergement en établissement personnes âgées, personnes handicapées, maintien du niveau de paiement sur la base des données prévisionnelles et non effectives, et pour nos dispositifs d'aide à nos partenaires, aide d'urgence de solidarité rurale, primes exceptionnelles aux établissements médico-sociaux, PAPH ou enfance, primes aux agents du SDMIS et du département. En parallèle, certains postes de dépenses n'ont pas été consommés à leur niveau anticipé. Ces gains s'élèvent à 1,5 million d'euros. Tel est le cas, par exemple, pour les collèges, en raison de leur fermeture, ou pour le secteur culturel et sportif, très impacté par les annulations d'événements. Du côté des recettes, l'essentiel de notre perte est lié, comme l'a indiqué précédemment, à la perte de la dynamique des DMTO. Concernant les fonds de réserve et de solidarité, 7 millions d'euros de dépenses ont pu être financés grâce à ce dispositif. Les différentes dépenses par axe d'intervention vous sont présentées dans ce diaporama. Ce fonds, dispositif budgétaire innovant et agile, a été l'un des facteurs clés de notre traversée de la crise. Il a en effet permis de financer les dépenses Covid à périmètre budgétaire constant, illustrant de ce fait le principe de solidarité du budget départemental, les économies des uns finançant le surcoût des autres. À titre par exemple, le surcoût de 4 millions d'euros lié à la forte progression du nombre de bénéficiaires du RSA a été intégralement pris en charge par ce fonds. En 2020, nos recettes de fonctionnement atteignent près de 507 millions d'euros. Elles sont, comme vous pouvez le constater, à 53% constituées de recettes fiscales, essentiellement issues de la fiscalité indirecte. Et là, on revoit les produits des DMTO qui se sont maintenus, moins dynamiques, mais qui se sont maintenus avec une légère progression, à 96 millions d'euros, qui prouve l'attractivité du département du Rhône pour de nouveaux habitants qui viennent chez nous au regard de notre situation. Les dotations de l'État représentent quant à elles 93 millions d'euros. Notons en 2020 une reprise de la provision constituée dans le cadre du paiement de l'attribution de compensation à la région pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
Du côté des recettes d'investissement, 2 emprunts ont été souscrits pour un montant total de 20 millions d'euros. L'un des 2 prêts contractés par le département du Rhône est un prêt obligataire et donc proposé par un acteur privé pour un montant de 10 millions d'euros. Ce financement de la collectivité par un acteur privé témoigne de la qualité de signature du département et de la confiance dans sa gestion qui lui est accordée. Les autres recettes d'investissement se composent de diverses dotations de l'État, notamment le FCTVA et les subventions reçues. Du côté des dépenses, celles-ci s'élèvent à près de 525 millions d'euros et se répartissent, comme le graphique le montre, selon les politiques adoptées lors de l'ancien mandat, entre 10 politiques d'intervention et 2 politiques support que nous allons vous présenter. Et afin d'avoir la vision la plus exhaustive possible, les dépenses de personnel ont été ventilées lorsque cela s'est avéré bien entendu possible sur chacune des politiques présentées pour vraiment avoir le coût de chaque politique. Avec près de 239 millions d'euros, les dépenses consacrées aux solidarités restent le corps de notre budget et représentent en 2020 près de 44% du total de nos dépenses. Nous allons à présent vous présenter donc les actions phares menées en 2020 pour chaque politique départementale et vous les retrouverez de manière détaillée dans le rapport d'activité des services départementaux pour 2020. Alors, avant de commencer par politique, je voulais juste vous signaler le petit logo en forme de petit virus Covid. C'est pour vous montrer quelles sont les actions qui sont en lien avec le Covid. Donc, en matière de politique autonomie, 2020 a été marqué par le soutien du département aux structures d'accueil des personnes âgées et des personnes handicapées qui faisaient face à la crise. Le département a également participé au financement de la prime attribuée au personnel de ces établissements. Concernant la politique enfance, famille et santé en 2020, a vu une augmentation du nombre des mineurs non accompagnés basculant dans des contrats jeunes majeurs. Enfin, dans le cadre de la crise sanitaire, le département a maintenu les paiements et participé aux primes exceptionnelles versées au personnel mobilisé que nous remercions. Pour la politique d'insertion et d'aide au logement, en 2020, le département a distribué des chèques d'accompagnement personnalisés aux ménages bénéficiaires du RSA fragilisés par la crise. Un dispositif expérimental appelé « 3 mois pour rebondir » a également été mis en place, toujours dans le cadre du RSA. En matière de politique de mobilité, 2020 a vu la poursuite de l'aménagement du carrefour des 7 chemins, qui est très attendu dans le secteur. Et ensuite, les techniciens des intercos ont été sensibilisés aux déplacements responsables via l'outil notamment Movici. Et enfin, presque 6 000 heures d'insertion ont été réalisées dans le cadre de nos marchés publics. Pour la politique collège, les établissements de Chaponneau et de Sourcieux-en-Jarret ont été agrandis. Les restructurations des collèges de Chazé-d'Azergues et de Saint-Symphorien d'Ozon ont été lancées, ainsi que la programmation de 2 nouveaux collèges sont engagés, l'un à Genasse, l'autre le collège Jacques Chirac sur le bassin de Villefranche-sur-Saône. Concernant la politique aménagement durable, habitat et agriculture, sur 2020, on peut noter la création d'un sentier de découverte dans le massif de la Cantinière, sur la vallée d'Azergues. Des outils d'observation du territoire ont été également développés et des actions pour la transition écologique du territoire ont été mises en place. Dans le cadre de la politique sécurité et incendie, le département a financé, au-delà de son soutien habituel, une partie de la prime exceptionnelle attribuée aux agents du SDMIS suite à l'épidémie du Covid-19. Pour la politique sport et vie associative, l'opération Rhône Vacances a été maintenue. Le département a engagé la rénovation de la piste d'athlétisme du stade de Tarare. En ce qui concerne la politique culture et tourisme, 2020 a vu la création de la maison départementale Rhône Tourisme, la mise en ligne gratuite des ressources numériques par la médiathèque départementale et l'organisation d'animations dans 23 structures pour personnes âgées pendant la crise sanitaire. En matière de politique partenariat territorial, en 2020, le pacte Rhône département EPCI a été signé
actant 11,3 millions d'euros de subventions sur 3 ans. Le déblocage d'aides d'urgence de solidarité rurale a aidé autour de 200 entreprises dans le cadre de la crise sanitaire et 110 dossiers ont été traités par l'agence technique départementale. Concernant la politique ressources de l'institution, en 2020, les conditions de travail des agents ont été sécurisées dans le cadre de la crise sanitaire. Le numérique est monté en puissance, notamment avec la visioconférence, et les lignes directrices de gestion des ressources humaines ont été élaborées. Enfin, au sujet de la politique ressources financières, le département poursuit sa trajectoire de désendettement avec un désendettement, comme nous l'avons vu, de près de 11 millions d'euros en 2020. À présent, Madame la Présidente, il nous faut valider et je soumets à votre approbation ce compte administratif 2020 de la collectivité et de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2020 des services départementaux. Merci. Merci Patrice et merci Sylvie pour votre présentation qui était très complète. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole? Béatrice? Oui, Madame la Présidente, chers collègues, c'est donc au nom du groupe d'Union de la droite et du centre que je m'exprime sur ce compte administratif 2020 qui vient de nous être présenté à 2 voix. Ce compte administratif reprend les très bons indicateurs financiers qui ont été hérités du mandat précédent. Un résultat de clôture excédentaire qui retrouve son niveau d'avant la crise Covid à hauteur de 68 millions d'euros, comme en 2019. Un niveau d'épargne qui progresse légèrement malgré le contexte actuel, notamment grâce à la bonne anticipation des dépenses imprévues liées à la crise sanitaire, vous l'avez rappelé, chers collègues, ce qui nous permet de dégager une capacité d'autofinancement qui est intéressante et par conséquent de poursuivre, vous venez de le rappeler, comme chaque année, le désendettement de notre collectivité. Autant effectivement de critères et de facteurs que nous apprécions largement au sein du groupe et je veux vraiment à mon tour, comme l'a fait Patrice, remercier nos collègues qui étaient là précédemment, les agents de la collectivité pour leur travail, mais aussi le président Guillotot pour cette volonté évidemment de bien gérer cette collectivité. C'est important, vous l'avez rappelé tout à l'heure et nous en sommes très fiers. L'impact de la crise Covid sur notre budget a été estimé à 20 millions d'euros, vous l'avez dit aussi. Mais comme nous le voyons à travers ce rapport, le département du Rhône a su faire face sur le plan financier. Mais au-delà de cette vision comptable, en fait, ce qui compte, c'est que ce sont des actions concrètes et des aides directes qui ont été apportées aux Rhodaniens, avec en premier lieu l'achat de masques et de matériel sanitaire en grand nombre, mais aussi, rappelons-le, c'est important, 188 services de proximité et commerçants soutenus en milieu rural, des établissements sociaux indemnisés pour leur permettre de rester ouverts sur nos territoires, les prestations sociales maintenues et la hausse des dépenses RSA assumées, vous l'avez rappelé aussi, le cofinancement de primes au personnel du monde médico-social et aux pompiers pour reconnaître leur engagement. Ils ont joué un rôle fondamental pendant la crise. La mise à disposition de matériel numérique dans les collèges pour assurer la continuité de l'enseignement, mais aussi dans les EHPAD pour maintenir le contact familial, et Dieu sait que c'était aussi précieux, et l'attribution de chèques alimentaires. Donc la liste est non exhaustive pour démontrer à quel point le département est une collectivité de proximité importante. Et le rapport qui nous a été présenté détaille d'ailleurs les très nombreuses politiques dans lesquelles le département intervient sur l'ensemble du Rhône au service des habitants. Merci Béa. Merci Madame la Présidente. Oui, le compte administratif, c'est toujours le moment de faire un point annuel. Ce sera d'ailleurs peut-être un jour aussi le moment d'écouter la bonne certification de nos comptes. Nous en avons parlé tout à l'heure. Alors, on ne peut pas parler du compte administratif 2020 sans avoir une pensée, comme l'ont fait mes collègues, pour Renaud Pfeffer, vice-président en finance, et Christiane Agara, rapporteur du budget, qui étaient à l'époque les grands maîtres de ce budget. Je ne reviendrai pas sur les actions qui ont été très bien présentées par notre rapporteur Patrice Vercher et Sylvie Épinat. Quelques mots quand même sur ce compte administratif 2020.
Tout d'abord, c'est un compte administratif qui a été perturbé, on l'a dit, par la crise Covid, mais néanmoins, on constate que, comme chaque année, il montre que nos budgets sont faits au plus près de la réalité, puisque le taux de réalisation de nos dépenses en fonctionnement est de 95%, ce qui est quand même toujours un signe de bonne programmation, de bonne budgétisation de nos actions. À l'inverse, on a pu constater que le taux de réalisation de l'investissement était à 69%, ce qui marque aussi que l'année 2020 est une année compliquée, d'abord à cause du Covid et ensuite sur certaines grosses opérations d'investissement que nous n'avons pas pu engager. Au niveau des recettes, je vais avoir une pensée également pour la taxe foncière. C'est la dernière année que dans un compte du département, on voit apparaître en recette la taxe foncière. C'était 2020. Ce qui nous ne pourrons plus nous arguer, malheureusement, d'être l'un des départements, des 5 départements les moins fiscalisés de France avec notre taux de 11,03, puisque nous l'offrons généreusement à toutes les communes de notre territoire et nous renonçons définitivement à cette taxe foncière. On peut se féliciter que la DMTO ait résisté au Covid, ce qui montre le dynamisme de notre territoire. Celui-là, tout particulièrement, on l'a dit, mais pas que celui-là, puisque la DMTO vient aussi des zones plus résidentielles et moins industrielles de notre territoire. Enfin, on peut se satisfaire, puisque c'est un compte administratif un petit peu particulier. J'ai dit que c'était l'occasion annuellement de faire un point, mais celui-là, c'est le compte administratif d'une fin de mandat et qui nous ouvre les portes d'un nouveau mandat. Donc on peut se féliciter par exemple de la capacité de désendettement de notre collectivité qui était de plus de 11 ans en 2015 et qui aujourd'hui est à un peu plus de 6 ans. Donc on voit très bien à la fois l'amélioration de l'autofinancement et le désendettement qui a eu lieu. On peut également se féliciter de notre volonté de 2020 d'inscrire un fonds de réserve pour, même s'il pose pour l'instant un problème comptable à notre commissaire aux comptes, mais ça va se résoudre puisque c'est simplement que c'est pas prévu, mais ça ne sera pas la première fois que notre collectivité sera un petit peu innovante et poussera les gouvernements à ajuster les textes. Donc, je retiendrai aussi que sur ce mandat passé, nous avions hérité de 46 millions de réserves de résultats en 2015. C'était le résultat de 2014. Nous offrons à ce nouveau mandat 68 millions de résultats cumulés. Donc nous avons, sur ces 6 ans, amélioré le résultat du compte de gestion de près de 50%, et c'est significatif. Donc, chers collègues, j'ai tendance à dire, et il ne faut jamais l'oublier, que le budget, ce n'est pas une finalité. Le compte de gestion ou le compte administratif, ce n'est pas une finalité non plus, ce n'est qu'un outil. C'est un outil pour mener nos actions. Donc, il faudra mettre dans ce mandat et dans les mois qui viennent ces moyens que nous offre cette bonne gestion au service des collèges, au service de l'action sociale, au service des besoins de voirie, de la culture, du monde associatif, du partenariat territorial. Et c'est bien en faisant une évaluation action comme ça a été fait par rapport au compte, à la situation financière que nous pourrons juger de notre bonne gestion politique de notre département. Merci Daniel. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Personne? Donc je vais mettre aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, qui est pour? Je pense que tout le monde, à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Ma remarque tout à l'heure n'était qu'une remarque de changement de place et pas de date de naissance. Hein. Merci, chers collègues, de votre vote à l'unanimité. C'est le fruit d'un travail collectif mené par nos 2 anciens collègues, Renaud Pfeffer et Christiane Agara, que j'aurais remercié et félicité pour ce qui a été leur vision budgétaire qui nous a accompagnés pendant tout ce mandat. Mais c'est aussi une vision partagée avec les uns et les autres, parce que ce vote que vous avez émis les uns et les autres a été quasiment le même pendant les 6 ans
passé. Je voudrais remercier les services qui font un travail considérable parce que tout ceci ne pourrait pas se faire sans eux. Remercier aussi de cette vision, mais ça nous permet aussi, surtout pour les nouveaux, de voir ce qu'a été l'implication de la crise Covid. Gageons une seule chose, c'est que tous ces jeunes et ces moins jeunes qui sont venus sur les contingents du RSA retrouvent rapidement leur place dans la société. Beaucoup de jeunes sont sortis du service, enfin du système de l'éducation nationale, du service de l'éducation et sont venus grossir, je dirais, les rangs du RSA. Ça a donné aussi la vision de ce que ça a coûté réellement. Hein. C'est impressionnant. Moi, je suis un peu inquiet quand j'entends le Premier ministre nous expliquer qu'on risque d'avoir une quatrième lame. Ce qui veut dire qu'on pourrait repartir sur des dépenses qui ne seraient pas les nôtres, en fait, qui seraient des dépenses d'accompagnement pour les uns et les autres, pour les acteurs sur les territoires, que ce soit les sapeurs-pompiers, que ce soit les acteurs, je dirais, du travail à domicile, que ce soit aussi nos agents. Ce que ça a coûté aussi en fonctionnement est important. Voilà. Merci à vous tous. Nous allons reprendre le cours des choses et si je ne me trompe pas, c'est Patrice Verchères qui continue sur le rapport 1.11, décision modificative numéro 1 pour l'exercice 2021. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, dans la continuité du vote du budget primitif le 9 avril dernier, nous vous proposons une première décision modificative a un double objectif. 1, de reprendre de manière définitive le résultat 2020, on en a parlé tout à l'heure. 2, de procéder à quelques ajustements mineurs de crédit. Alors, à l'occasion du vote du budget primitif 2021, le Conseil départemental a voté la reprise par anticipation du résultat 2020. Une délibération d'affectation définitive du résultat doit donc intervenir après le vote du compte administratif que nous venons de faire. Nous avons donc souhaité, avec les services, à travers ce diaporama qui vous a été présenté en commission générale, et c'était pas plus mal que la première commission était une commission générale, de manière la plus pédagogique possible, l'affectation définitive du résultat 2020 au budget 2021. Donc, vous avez tous le tableau sous les yeux. Donc, je vais vous refaire étape par étape pour bien comprendre où on veut aboutir. Les étapes 1 et 2 concernent donc la reprise du résultat de la section d'investissement. Le résultat d'investissement 2020 d'un montant de 768 000 € est réinscrit sur 2021. Toutefois, ce montant est minoré de 560 000 €, comme nous l'a expliqué Sylvie Épinat, suite à l'appurement du compte 1069. À noter que ce montant de 208 000 € est conforme au montant provisoire prévu initialement au budget 2021. La troisième étape, donc on voit le schéma, consiste à affecter une partie du résultat de fonctionnement, soit un peu plus de 6 millions d'euros en investissement. Ce montant va nous permettre de financer les restes à réaliser 2020 inscrits en 2021. La quatrième étape, un peu plus haut, permet d'inscrire le solde du résultat de fonctionnement 2020 en 2021, soit un montant de 60,9 millions d'euros. Alors, suite aux demandes de correction du commissaire aux comptes, ce montant est minoré de 104 551 € afin de prendre en compte ces demandes de correction. Et c'est pour pouvoir corriger ce montant initialement prévu à hauteur de 61 millions d'euros que nous avons dû proposer cette décision modificative. Enfin, la cinquième étape, qu'on voit sur le côté droit, et dernière étape, consiste à ajuster à la marge les lignes budgétaires en dépenses et en recettes, ce qui est logique. Ensuite, en fonctionnement, les recettes et les dépenses nouvelles inscrites lors de cette décision modificative s'élèvent à 2,124 millions d'euros. Je crois utile de souligner que ces modifications représentent à peine 0,3% du budget primitif, ce qui est très faible. En investissement, les ajustements en dépenses se neutralisent intégralement, vous pouvez le constater. Les crédits supplémentaires demandés sont compensés par les minorations d'autres lignes budgétaires. Et on peut noter qu'il y a 70 000 € d'écriture d'ordre complémentaire qui s'équilibrent en dépenses et en recettes. En dépenses de fonctionnement, les ajustements proposés ont pour objectif de continuer de soutenir le territoire et les Rhodaniens en réponse notamment aux conséquences de la crise Covid et d'autres crises, bien entendu. Donc on peut notamment souligner le soutien aux agriculteurs, à nos agriculteurs du département qui ont été victimes du gel et de la grêle grâce à une enveloppe d'aide de 500 000 €.
Les autres ajustements de cette décision modificative concernent notamment la masse salariale avec les absences d'agents suite à la crise sanitaire qui ont dû être souvent compensées par des recrutements de renforts temporaires. Ensuite, cela a été rappelé, le financement des chèques vacances. Il est à noter que cette dépense est compensée par une recette encaissée sur l'exercice 2020 et cette écriture permettra ainsi d'afficher la recette et la dépense sur le même exercice, ce qui est beaucoup plus clair. Ensuite, nous avons des études dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique, comme dans beaucoup de PCI. On s'est fait accompagner pour effectuer ce contrat de relance et de transition écologique. Ensuite, nous avons des crédits qui ont été mis en réserve et utilisés en cours d'exercice afin de faire face à des dépenses imprévues, ce qui est un classique. Plus de petits ajustements, avec notamment la réduction du montant inscrit au titre des admissions en non-valeur suite à la baisse du nombre d'annulations de créances transmises cette année par les services. Ça marche plus. Bon, je parle assez fort peut-être, mais je ne me suis pas rendu compte que ça marche plus. Bon, c'est que vous m'entendiez. Ensuite, les recettes inscrites au budget primitif 2021 sont ajustées comme suit. Donc 877 000 € de recettes supplémentaires liées à la reprise d'une partie de la provision constituée sur les recettes à recouvrer de la collectivité. Ensuite, 831 000 € d'ajustement des dotations de fonctionnement de l'État. Alors cette recette était inespérée et liée au passage, comme vous l'avons indiqué en commission générale, suite à l'évolution du mode de classement des départements par la Direction générale des collectivités locales. En effet, notre département est passé d'un département urbain à un département rural et pour une fois, ça a été plutôt financièrement dans le bon sens puisque nous avons une recette supplémentaire de 831 000 €. Ensuite, nous avons 280 € de recettes fiscales, 280 000 € de recettes fiscales suite aux notifications reçues. Il s'agit essentiellement de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises qui a moins baissé que ce que nous avions et ce que vous aviez anticipé lors du budget primitif. Plus 248 000 € de TVA qui remplace pour la première année l'ancienne taxe sur les propriétés bâties. Et enfin, 104 551 € de minoration de notre résultat liés aux corrections comme il vous a été présenté par le commissaire aux comptes. Donc pour conclure, mes chers collègues, cette décision modificative d'un montant certes modeste permet d'ajuster définitivement de résultats et de toiletter les lignes budgétaires, et ce, tout en conservant les fondamentaux qui nous ont guidés jusqu'à présent, à savoir maintenir un autofinancement élevé afin de soutenir nos investissements tout en limitant le recours à l'emprunt. Voilà, Monsieur le Président, cette présentation de cette décision modificative numéro 1. Merci, Monsieur le rapporteur. Est-ce qu'il y a des interventions? S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport qui vous a été présenté par Patrice Verchère aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre. Il est adopté à l'unité. Je vous en remercie. On passe sur la tablette le rapport 1-12, virement entre chapitres, et c'est toujours le rapporteur Patrice Verchère. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, en effet, virement entre chapitres. Donc, par la délibération du 9 avril dernier, le Conseil départemental a expressément autorisé notre Président à procéder, dans les conditions prévues par l'instruction budgétaire M57, à des virements de crédit entre chapitres. Cette faculté est toutefois limitée quantitativement par un plafond fixé à 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que en investissement, nous avons eu un virement de 6 200 € afin de solder les travaux d'aménagement des accès au lycée Bel Air et au collège Notre-Dame de Belleville sur la départementale 337. En fonctionnement, un virement de 25 000 € afin de permettre l'engagement d'un marché expérimental avec l'association LEMA pour constituer une équipe mobile dans le cadre de notre nouvelle politique de lutte contre les violences familiales et conjugales. Ensuite, un virement de 111 000 € pour permettre la passation d'un marché visant à accompagner le département dans la mise en œuvre du portail numérique des solidarités. Et enfin, un virement de 16 650 € en fonctionnement également pour permettre la mise à disposition de la médiathèque départementale de crédit dans le cadre de la conférence des financeurs. Alors après ces virements, les plafonds autorisés demeurent respectés, Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur le rapport qui vous a été présenté? S'il n'y a pas d'intervention, je le mets aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unité. Et c'est Sylvie Épina, qui est Fonds départemental de péréquation.
Oui, Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport a pour objet de procéder à la répartition 2021 du fonds de péréquation départementale de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux perçues en 2020. Ce rapport n'a pas d'incidence financière pour le département. Les ressources provenant de ce fonds doivent être réparties entre les communes dont la population n'excède pas 5 000 habitants, suivant un barème établi par le conseil départemental. Ce barème doit tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire. La somme perçue en 2020 sur ces communes s'élève à 14 111 506,46 €, selon les informations transmises par l'État, en diminution de 22 008 € par rapport à 2019. Le périmètre de répartition du fonds a tenu compte de la sortie de 2 collectivités du dispositif suite à la fusion des communes intervenue en 2019. Ainsi, les communes de Saint-Jean-d'Ardière, qui a fusionné avec Belleville en Beaujolais, et Vindry-sur-Turdine, issues de la fusion de Pontcharrat-sur-Turdine, Saint-Loup, Les Aulmes et Darézé, dépassent à partir de 2020 le seuil des 5 000 habitants. À isopérimètre, on observe une dotation à répartir entre les communes du Rhône en 2021 supérieure de 423 133,91 € à celle de 2020. Pour ce reversement, qui ne concerne donc que les communes de plus de 5 000 habitants, il est proposé d'adopter les critères de répartition suivants, rigoureusement identiques à ce que nous faisions les années précédentes. 70% de l'enveloppe, représentant une somme de 9 878 054,51 €, serait répartie sur la base de la population INSEE en vigueur en 2020. 10% de l'enveloppe représentant la somme de 1 411 150,65 € sur la base du potentiel financier par habitant en 2019. 10% de l'enveloppe sur la base de l'effort fiscal 2020. 10% de l'enveloppe répartie sur la base des dépenses d'équipement 2019. Le tableau que vous avez joint en annexe du rapport mentionne les sommes qui, au titre de ce fonds de péréquation, seraient attribuées, si nous adoptions ce barème, à chacune des communes du Rhône dont la population n'excède pas 5 000 habitants. Il convient, Président, de délibérer sur cette proposition de répartition. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport qui vous a été présenté par Sylvie. Aux voix, pas d'abstention, pas de vote contre et adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et c'est Patrice Verchère qui reprend la main. Amélioration du réseau routier. Le 1-14. Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ce rapport propose donc 4 conventions. Je pense qu'on en aura très régulièrement. Pour beaucoup d'élus ici présents, ils savent de quoi on va parler. Ce sont les travaux d'aménagement de voirie dont la maîtrise d'ouvrage est déléguée à des collectivités, souvent des communes, avec récupération de TVA et cofinancement du département. Et là, nous vous en proposez pour 161 000 €. Nous avons donc une convention avec la commune de Chénat, où il est proposé d'approuver une convention avec la commune de Chénat qui souhaite effectuer des travaux d'aménagement d'une zone 30. Le coût prévisionnel des travaux, c'est 111 000 € TTC. Le montant forfaitaire du département serait de 15 946 €. Ensuite, d'approuver une convention avec la communauté de communes des Vallons du Lyonnais qui souhaite effectuer des travaux d'aménagement de la route de la vallée du Garon sur la départementale 311 à Turin pour un montant de 413 000 € TTC. Et nous pourrions avoir un montant forfaitaire à leur attribuer de 72 059 €. Ensuite, une convention avec la commune de Beaujeu qui souhaite effectuer des travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire à l'intersection des départementales 337 et 37 au lieu dit Les Trois Ponts. Donc c'est tout un classique sur la commune de Beaujeu. Donc là, il y a 259 000 € de travaux et un montant forfaitaire du département de 18 502 €. Enfin, pour la commune de Grézieux-la-Varenne, c'est une convention avec la communauté de communes des Vallons du Lyonnais à nouveau, qui souhaite effectuer des travaux d'aménagement de la route de Pau-Lyonnais sur la RD 610 pour des travaux qui s'élèveraient à 160 000 € TTC
et un montant forfaitaire attribué par le département de 55 094 €, ce qui fait bien 161 601 €. Vous avez dans votre délibération le tableau des opérations déjà engagées, je ne les rappellerai pas, pour un montant de 425 236 €. Et donc, mesdames et messieurs, mes chers collègues, vous êtes appelés à approuver ces projets de convention, ces 4 projets. Merci. Deux choses sur le sujet route. On a beaucoup de travaux qui se font en ce moment sur nos territoires, sur la 311 en ce moment, puis celle qui va de Duerne à Sainte-Foy, j'ai plus le numéro en tête. Je voudrais remercier nos agents des routes qui travaillent dans des conditions, je dirais, climatiques difficiles en ce moment, mais c'est important. Et je voudrais qu'on engage, je dirais, à la rentrée une réflexion sur ce que pourrait être la vision budgétaire du plan route. Ça fait partie des choses que certains ont exprimées en termes de campagne électorale, et il faut qu'on trouve une forme de plan pluriannuel d'augmentation du budget route. On a des routes qui nécessitent un regard plus attentif sur les territoires. Bien sûr, dans les routes, il y a la viabilité hivernale qui est quelque chose d'important. Bien sûr qu'il y a un coût, mais pour lequel il n'y a pas que. Mais alors, je ne parle pas des projets, je dirais, structurants dont on aura à débattre, mais le plan route est quelque chose dont il faut qu'on soit regardant, pardonnez-moi cette expression. Je vais donc mettre le rapport aux voix. S'il n'y a pas d'expression, pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et c'est toujours Patrice Verchères qui va nous parler route, une route dont on parle depuis longtemps. En effet, Monsieur le Président, un serpent de mer, c'est la déviation de l'Arbrel, en tout cas l'amélioration de la sécurité dans le centre de l'Arbrel et sur la RD 389, ancienne nationale 89. Donc là, il s'agit d'un rapport pour adopter une convention entre notre département et la communauté de communes du Pays de l'Arbrel afin d'améliorer la sécurité routière dans le centre-ville de l'Arbrel et les mobilités de la vallée de la Brévenne. Donc, je tiens à rappeler que la communauté de communes du Pays de l'Arbrel a proposé un tracé de déviation qui doit faire désormais l'objet d'une étude de faisabilité. L'incidence financière est de 42 000 € TTC. Alors pour celles et ceux qui connaissent le secteur de l'Arbrel, en effet, on peut considérer que l'insécurité au regard du nombre de camions qui passent dans le centre-ville de l'Arbrel nécessite en effet de trouver des solutions. Comme le Président vient de le rappeler, c'est un sujet qui est vieux de plus de 30 ans, voire même 40 ans. Je crois que tout le secteur a été étudié, retourné pour voir quel tracé pourrait être fait. Aujourd'hui, nous partons sur l'initiative de la CCPA sur une convention qui va permettre d'étudier sur l'existant et notamment la route départementale qui est en parallèle de la route départementale 389, de voir comment on peut améliorer la situation du centre-ville de l'Arbrel. En sachant que ce centre-ville est en effet largement en difficulté depuis de nombreuses années. Je crois que la CCPA a elle-même voté récemment cette convention également. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire sur cette convention d'études. Je vais peut-être laisser la parole aux conseillers départementaux nouveaux, mais du canton de l'Arbrel, peut-être qu'ils ont une vision territoriale très légitime. Alors ma collègue me dit de vous faire part que ça fait 45 ans pour les plus vieilles études a priori. Donc je souscris et confirme ce qu'a dit Patrice Verchères. Donc la CCPA a bel et bien déjà délibéré sur le principe de cette convention. Ensuite, sur les différents arguments qui nous portent aujourd'hui à le faire, encore une fois, on est totalement en phase sur les différents enjeux. En premier lieu, celui de la sécurité. Je me fais la voix aussi des élus plus en amont du canton qui identifient bien dans leur pensée un certain phasage avec, dans un premier temps, la prise en compte du problème de l'Arbrel, mais ensuite toutes les communes suivantes du fond de vallée que sont en premier lieu la commune de Saint-Bel. Ensuite, on remonte jusqu'au haut du canton, identifie quand même d'autres problématiques et c'est un premier pas majeur, important et attendu. Rien à ajouter sur l'analyse technique qui est totalement conforme à notre pensée. Merci. Ce que je peux dire, il y a 45 ans, je crois que personne n'était dans cette assemblée, mais je regrette que ça n'a pas été engagé. L'urbanisme n'était pas le même, et les moyens financiers du département n'étaient pas du tout les mêmes. 1,7 milliard, 500 millions. Donc ça pouvait permettre d'avoir, et ce territoire
étaient largement pourvus de vice-présidents et de présidents qui remontaient chez eux et ça aurait pu, je dirais, pousser. Sachant qu'il s'est fait sur ce territoire des entrées et des sorties d'autoroute qui ont en plus modifié. Vous vous rappelez, pour les anciens qui sont ici, que l'État avait émis un avis négatif sur la première vision de ce que pouvait être un tracé. C'est une zone compliquée. Vous avez d'un côté l'eau, une rivière qui est rugissante, parfois, qui est parfois en capacité de faire des dégâts considérables, qui est, je dirais, traitée par les uns et les autres, les syndicats de rivière, les départements y contribuent. Vous avez une voie ferrée et vous avez de la roche sur le côté. Et au-dessus de ça, vous avez un bâtiment qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est compliqué. Donc avec le président Zanettazzi, après ce que l'État avait émis comme impossibilité de faire ce tracé qui était imaginé, on a remis l'ouvrage sur le métier en dehors de toute contingence politique, parce que si on met de la politique sur un dossier comme ça, on n'y arrivera pas. Donc la vision aujourd'hui, c'est d'arriver sur une étude de tracé. Je dirais bien sûr tracé avec la vision de la communauté de communes. Je sais que certains verront un tracé autre, à côté, autrement. Je pense qu'il faut régler, comme l'a dit Patrice, le problème de cette commune, parce que c'est un problème de sécurité, qui n'est pas du tout le même problème que celui de Saint-Bel. Pas du tout, pas du tout. Saint-Bel, c'est un problème de passage. Là, c'est un problème de sécurité, c'est une route en L. Alors c'est vrai que l'urbanisation, je dirais, la population fait que c'est contraint, et on est sur un axe de circulation important, où certains vont rejoindre l'autoroute qui est dans la partie Loire pour éviter... pour faire un châne de Lyon pour ceux qui viennent de la Loire, pour reprendre l'autoroute à Villefranche. Et puis on a une usine importante au-dessus qui s'appelle La Tuile, où les camions sont payés autour, et qui fait qu'on a un encombrement. Et en plus, on a les bus bleus, qui aussi, c'est ça la difficulté. Moi, je suis toujours craintif d'un accident qui pourrait être avec un transport scolaire. Ça, il faut faire attention. Donc on a un problème de sécurité. Donc on avance. J'espère que sur cette mandature, on pourra avoir quelque chose... Je dirais, le département est prêt à y contribuer. On a imaginé quelque chose. Et en plus, la partie arrière de cette commune est en train de bouger. La Comcom va se déplacer. Le bâtiment du département va peut-être aussi se déplacer. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on se mette tous autour de la table. Il y a des solutions. Il faut qu'elles puissent être financièrement acceptables, que l'État les accepte. Et puis on a un partenaire là-dedans qui est très difficile, je veux dire, à mobiliser. C'est la SNCF. On a un passage sous œuvre à régler. Et que j'ai toujours pas vu un représentant de la SNCF depuis 4 ans qu'on est sur ce dossier. Voilà, Désolé, je n'ai pas bien entendu. Voilà, c'est la SNCF qui répond. Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous propose de mettre ce rapport aux voix. C'est le cas de le dire. Vous l'écrivez comme vous voulez voir. Et j'espère que la SNCF nous rejoindre rapidement. Et si vous connaissez quelqu'un ou quelqu'une à la SNCF, vous lui dites de venir. J'ai mobilisé le préfet là-dessus. La préfectorale est mobilisée, le secrétaire général et le préfet lui-même. Mais c'est compliqué avec des gens du sifflet. Mesdames et messieurs, s'il n'y a pas d'observation, pas de rajout, je mets le rapport tel qu'il vous a été présenté par Patrice aux voix, pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Et c'est M. Valero, théoriquement, qui prend la suite, M. le vice-président, sur le 161, collège. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, le département attribue chaque année au collège privé du département du Rhône, sous contrat d'association avec l'État, bien sûr, des subventions d'investissement. C'est les dispositions de l'ex-loi Fallou, pour ceux qui s'en rappellent. Et ce rapport propose 4 points principaux. D'arrêter pour 2021 la liste des dossiers retenus et le montant de l'aide attribuée pour un montant total d'aide de 611 395 € en faveur de 14 sur les 18 collèges privés. De proposer à partir de 2021 de nouvelles modalités de versement de ces subventions et ainsi d'approuver la nouvelle convention type entre le département et chaque collège bénéficiaire. Le troisième point, c'est de définir pour les exercices ultérieurs un cadre plus détaillé d'attribution de ces subventions pour en garantir l'équité, en clarifier les règles vis-à-vis des collèges et en faciliter la gestion, en établissant aussi une liste exhaustive des travaux éligibles et en fixant officiellement les taux d'aide applicables à ces travaux. Et le dernier point, d'approuver la prorogation de validité de l'aide accordée en 2019 au collège Saint-Sébastien de Vaugneray, les travaux et leur réalisation ayant été impactés par la crise sanitaire.
Merci, Monsieur le Vice-président. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport aux voix tel qu'il a été présenté. Pas d'abstention, pas de compte, il a adopté l'unité. Et c'est toujours vous, Monsieur le Président, toujours sur les collèges de subvention aux collèges privés. Oui, et là on revient sur l'informatique du coup. Le département s'est engagé activement dans la diffusion des technologies de l'information dans les collèges publics du Rhône, notamment en dotant les établissements d'équipements informatiques à usage individuel ou collectif. Alors on parle de PC, de vidéoprojecteurs, de tablettes, et une desserte en haut débit, voire très haut débit. Pour compléter le dispositif d'équipement des collèges publics et développer l'usage du numérique par l'ensemble des collégiens, le département met en œuvre depuis 2012 une politique d'installation d'équipements informatiques pédagogiques dans les collèges privés, sous contrat d'association bien sûr, ce qu'autorise expressément le Code de l'éducation. Ce rapport propose pour l'année 2021 d'allouer une subvention totale de 130 000 € pour l'acquisition d'équipements informatiques et numériques à 7 collèges privés du Rhône, sous contrat d'association avec l'État. Un dispositif qui profite aux 18 collèges privés du Rhône d'année en année, bien entendu sous la coordination de la direction diocésaine. Merci. Avant de passer la parole à Martine, je mets le rapport aux voix. Pas de vote contre, pas d'abstention, est adopté à l'unité. Je vous en remercie. Et c'est Martine qui va nous parler de la culture, j'imagine, sur le 1.18, dispositif des subventions et d'envergure locale. Merci, Monsieur le Président. Le présent rapport a pour objet de rappeler le fonctionnement du dispositif des subventions d'envergure locale, ce que nous appelons dans notre jargon les SEL, ainsi que le montant des crédits alloués et sa répartition par canton pour le second semestre 2021. L'incidence financière de ce rapport est de 273 900 €. Les subventions d'envergure locale sont destinées à soutenir des actions et manifestations participant à l'animation et au développement des cantons et plus largement du département. Les subventions qui s'inscrivent dans le cadre de ce dispositif sont votées par la commission permanente sur proposition des élus du canton dans la limite de leur enveloppe. Il est rappelé qu'il est possible pour 2 conseillers du même canton de financer la même structure pour des montants identiques et lors de la même séance. Pour mémoire, ces subventions qui peuvent être allouées, on demande à ce qu'elles respectent un seuil de 200 € minimum, car elles engendrent des frais d'études. Pour rappel, la séance du 9 avril 2021 a défini la répartition cantonale suivante, vous le trouvez dans l'annexe, et pour le deuxième semestre, 273 000 €, comme au premier semestre, sont proposés dans ce rapport. Merci. Les premières subventions que vous pourrez flécher, elles sont votées à la séance d'octobre. Et c'est important, les 200 €, c'est ce que coûte, je dirais, le traitement d'un dossier. Donc, on avait autrefois des subventions folkloriques à 50, 60, 80 €. Bon, voilà, c'est pas qu'on veut vous faire dépenser plus d'argent, je dirais, coup par coup, mais c'est ce que représente le traitement des dossiers. Pas d'abstention, pas de vote contre, le dossier est adopté à l'unité, le rapport, pardon. C'est toujours Martine, subvention annuelle concernant le fonctionnement aux associations. Ce rapport présente les demandes de subventions annuelles concernant le fonctionnement aux associations pour l'année 2021. L'impact financier du présent rapport est de 135 000 €. Outre le dépôt d'un dossier complet intégrant toutes les pièces administratives ou comptables, 2 critères ont été retenus pour juger de la recevabilité de ces sollicitations. L'attractivité de l'association doit être en lien avec une compétence obligatoire ou volontaire du département et le rayonnement de l'association doit être au minimum départemental. Les demandes ont été étudiées par le service culture et dynamique associative en fonction de leur domaine et de leur objet, en tenant compte des priorités d'intervention du département. Vous trouverez également en annexe le détail de ces subventions de cette liste. Merci. Je mets le rapport aux voix tel qu'il a été présenté. Pas de vote contre, pas d'abstention, est adopté à l'unité. C'est Béatrice Berthoud qui continue. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, il s'agit de vous présenter les modalités de mise en application du dispositif de soutien à la reprise du sport qui a été adopté en séance le 21 mai 2021. Ce qui me donne l'occasion de saluer et de reconnaître le travail accompli par ma collègue Pascal Bay pour le sport, puisque c'est elle qui avait porté ce rapport. Peut-être un petit rappel quand même, puisque le Rhône compte près de 120 000 licenciés dans 1200 clubs et que ce sont 75 comités sportifs qui organisent le sport fédéré dans le Rhône. L'objectif du département par ce dispositif, c'est d'encourager la reprise de l'activité
l'activité physique après la crise sanitaire, mais aussi d'inciter à faire du sport en club et impulser de nouvelles adhésions dans les clubs. Le département du Rhône met donc en place un dispositif de soutien au sport. Alors cette aide, c'est 20 € à l'adhésion dans un club du Rhône sous réserve de prise de licence. Et cette aide de 20 € est proposée à 5000 Rhodaniens. Donc ce sont des collégiens, en l'occurrence, qui seront donc répartis, en tout cas nous y veillerons, sur les différents cantons. L'objectif, donc, on l'a dit, est de pouvoir donc ouvrir cet appel à projet, on peut l'appeler comme ça. En tout cas, les jeunes pourront s'inscrire à partir du 23 août sur le site du Rhône, www.rhône.fr, et ils recevront par voie postale un bon d'une valeur donc de 20 €. Et donc, ce sont les clubs qui avanceront l'argent et le département procédera au remboursement via les comités sportifs. Donc ce formulaire est ouvert, je vous l'ai dit, à partir du 23 août jusqu'au 19 septembre et la date limite d'utilisation du bon sera fixée au 3 octobre. C'est important parce que c'est quand même quelque chose qui va toucher pas mal de monde et il est important de bien comprendre le dispositif. Peut-être quand même dire aussi que ce dispositif ne concerne que les collégiens du Rhône, évidemment, et que ceux qui ont déjà bénéficié du pass sport de l'État ne pourront pas bénéficier de l'aide du Rhône. Alors, ceux qui bénéficient du pass sport de l'État, ce sont des jeunes de 6 à 18 ans qui bénéficient soit de l'allocation de rentrée scolaire, soit de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Mais il est important de rappeler qu'il n'y a pas de condition de ressources pour bénéficier de ces 20 €. C'est important de le dire pour les familles. Voilà. Très heureuse en tout cas de pouvoir porter ce rapport. Ce sont 100 000 € qui ont été donc fléchés sur ce dispositif qui est assez nouveau et qui va donc directement bénéficier aux familles de notre beau département. Merci Madame la Vice-Présidente. À côté de ce dispositif, c'est ce qu'on vit en ce moment avec Rhône Vacances. Plus de 10 sites qui sont mobilisés avec les partenariats comme l'autre jour j'ai vu à Pau-Lyonnais avec la BJC de Vaugneray, puisque ce sont des acteurs, je dirais, qui sont moniteurs, qui encadrent sur 10 sites pour des jeunes qui n'ont pas les mêmes possibilités que d'autres pour ce dispositif que vous avez présenté. Ça rentre dans la suite de la crise Covid. C'était pour juguler au niveau je dirais, des déprises, pardonnez-moi l'expression, de jeunes qui souhaitaient moins ou faire autrement du sport. Et on a eu à peu près la même posture pour les écoles de musique, où on a laissé le subventionnement, enfin la vision financière par rapport à aller d'avant pour faire en sorte que ces jeunes retrouvent, je dirais, une activité citoyenne, une activité sportive. Je mets le rapport aux voix. S'il n'y a pas de prise de parole, pas d'abstention, pas de vote contre, c'est adopté à l'unanimité. C'est toujours Madame Berthoud. Soutien au club sportif. Voilà, donc deux rapports en un, le soutien à un club sportif de niveau national et l'opération Jeux de maillot 2021. Donc concernant le soutien au club sportif de niveau national, cette année, le département a été sollicité et a retenu 27 associations sportives. Donc ces demandes concernent évidemment la saison 2021. Les dossiers qui sont présentés sont examinés au regard du niveau national des clubs. Le niveau de référence est celui des fédérations délégataires. Sont pris en compte ensuite le nombre de licenciés, la qualité du budget, celle de l'encadrement, l'intervention des communes, le fonds de réserve et naturellement la position hiérarchique nationale du club en tenant compte des montées et des descentes. Ces dossiers donc ne représentent pas l'ensemble des clubs du niveau national du Rhône, mais seulement ceux qui ont sollicité le département dans le cadre réglementaire. Donc il est proposé dans ce rapport d'attribuer, alors peut-être s'y rappeler aussi quand même quelque chose d'important qui a été rappelé lors de la séance du 28 juin 2019, l'Assemblée départementale a décidé de ne pas sanctionner brutalement les clubs dont une équipe de niveau national descend au niveau régional ou pré-national. Donc c'est important de le rappeler. Donc il est proposé dans ce rapport d'attribuer les subventions aux 27 clubs sportifs dont la liste figure en annexe de ce rapport et d'autoriser par la même occasion le président à signer la convention entre le football club de Villefranche-Beaujolais et le département puisque sa subvention dépasse les 23 000 €. Merci. Donc ça, c'est la première partie du rapport. Et il y a les maillots. Alors là, vous connaissez mieux que moi, évidemment, l'opération Jeux de maillots, puisque c'est une opération historique de notre département. Ce sont donc 150 clubs environ qui peuvent bénéficier de cet effort de 35 000 € donc, au bénéfice des clubs. Cette opération permet aux clubs d'acheter un jeu de maillot et ou des shorts pour une équipe de jeunes. Il est quand même important de dire que ces aides sont destinées aux associations sportives qui possèdent des équipes de jeunes. La liste des clubs du Rhône est
éligible est présenté en annexe et fait l'objet d'une validation des différents comités départementaux sportifs concernés. Voilà, il faut être affilié à une fédération habilitée. Et les clubs, là aussi, devront adresser, mais je pense qu'ils ont l'habitude, à la direction départementale culturelle et sportive du territoire, service sport et action éducative du département avant le 15 octobre 2021. Leur demande, vous avez les pièces dans le rapport, c'est important de le savoir aussi. Et donc, vous êtes invités, mesdames, messieurs, chers collègues, à bien vouloir délibérer sur ce rapport. Merci. Bien évidemment, ces dispositifs prennent tout ce qui relève du handisport en compte, et j'y tiens et nous y tenons tous, c'est absolument important. Je mets le rapport aux voix tel qu'il a été présenté, pas d'abstention, pas de vote contre et adopté à l'unanimité. Merci, c'est Annick l'a fait sur la tablette 1.22 qui va nous parler des bénéficiaires du RSA. Merci, Président. Alors, ce rapport a pour objet de vous proposer une expérimentation visant à faciliter la mise en relation entre les besoins des entreprises des secteurs en tension et des bénéficiaires du RSA. Il est proposé de conventionner avec l'association Sud-Ouest Emploi pour mener cette expérimentation, ciblant la participation de 100 bénéficiaires du RSA, dont 30 sur le territoire Mont et Coteaux du Lyonnais et 70 sur le territoire Sud, Est et Vallée du Rhône. Cette action portera sur les interventions suivantes: la prospection d'entreprises ayant des besoins en recrutement pouvant correspondre à des publics éloignés de l'emploi, l'animation et la construction des contenus digitaux pour communiquer auprès des entreprises et des publics, la sensibilisation et mobilisation des référents des bénéficiaires du RSA, la création d'un vivier qualitatif de candidatures de bénéficiaires du RSA, la prospection d'organismes de formation, le positionnement des publics sur les offres d'emploi et vers les organismes de formation en lien avec leurs référents afin de préparer et de sécuriser l'entretien de recrutement. Il vous est demandé donc, chers collègues, de bien vouloir approuver cette expérimentation et la signature de la convention correspondante avec l'association Sud-Ouest pour Emploi pour un montant total de 35 000 €. Merci Madame la Vice-Présidente. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport aux voix tel qu'il a été présenté. Pas d'abstention, pas de vote contre, adopté à l'unanimité. Et c'est Mireille Simian qui vient de parler de prévention spécialisée sur la tablette A23. Merci, Monsieur le Président. Donc, les actions de prévention spécialisées font partie des missions obligatoires du département au titre de la protection de l'enfance. Elles visent à faciliter l'insertion et la promotion sociale des jeunes et des familles, à intervenir auprès de jeunes en difficulté ou en rupture avec leur milieu, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En 2018, le département du Rhône a décidé d'externaliser cette mission et de la confier à 2 opérateurs, la Fondation AJD et l'association Sauvegarde 69. Les modalités d'exercice et de financement de cette mission ont été définies par convention signée avec chacune des 2 associations pour les années 2018 à 2021. Une évaluation du dispositif a été réalisée en 2020 afin de s'assurer de la bonne exécution de la mission de prévention spécialisée et d'envisager la période post-2021. Plusieurs questions ont émergé, notamment l'augmentation du périmètre d'intervention, la participation des communes à ce dispositif ou encore l'externalisation à un seul opérateur. Les conclusions de cette évaluation, conjuguées au renouvellement de l'Assemblée départementale, montrent la nécessité de poursuivre la réflexion en 2022 pour envisager éventuellement de nouvelles orientations pour les années suivantes. Il est donc proposé à l'Assemblée départementale de prolonger les 2 conventions en l'état pour une durée d'1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2022, afin de statuer sur les conditions de poursuite de cette mission à partir de 2023. L'impact budgétaire global de ce rapport sera sous réserve du vote du budget de 880 000 € pour 2022. C'est un montant inchangé par rapport aux années précédentes. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Pas d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention, même vote. Et c'est Madame Geoffrey, présidente de la Commission, qui remplace au pied levé le vice-président qui avait une problématique familiale ce matin, je crois bien. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si c'est assez... Oui, ça fonctionne. Chers collègues, donc le présent rapport a pour objet l'attribution
de subventions d'investissement aux établissements pour personnes en situation de handicap afin d'encourager le développement d'outils culturels et d'animation par le numérique. Ce rapport a une incidence budgétaire de 187 241 € dans le cadre de la politique de l'autonomie. Cette proposition s'inscrit dans la suite de l'opération départementale partenaire des EHPAD qui avait permis d'équiper 77 structures pour personnes âgées en box animation. Au regard de l'intérêt présenté par cet équipement, donc il est ainsi proposé d'ouvrir le soutien départemental aux structures, aux personnes en situation de handicap qui souhaitent s'équiper avec ce matériel spécifiquement conçu et adapté à la perte d'autonomie et permettant des activités individuelles ou de groupe. Vous êtes invités, donc, mesdames, messieurs, à bien vouloir vous prononcer sur ce dossier, sur ce rapport. Merci, Madame la Présidente. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport aux voix tel qu'il a été présenté. Pas d'abstention, pas de compte, est adopté à l'unité. Et c'est Colette Darphin sur le 1,25 qui va nous parler de politique agricole. L'épisode de gel survenu dans les nuits du 6 au 8 avril a causé des dégâts inédits sur les vergers et vignobles du Rhône. Le 21 mai dernier, l'Assemblée délibérante a acté le principe d'une enveloppe prévisionnelle d'un montant de 500 000 € pour répondre à ces problèmes d'aléas climatiques en 2 temps. Premièrement, pour le gel, en s'adossant à l'État dans le cadre d'un régime d'aide de soutien d'urgence en concertation avec la profession agricole, la Chambre d'agriculture et la MSA. Un dossier unique et très simple, en ligne sur le site de l'État pour les arboriculteurs et viticulteurs impactés, ayant au moins 60% de leur chiffre d'affaires de l'exploitation en référence à 2020. Nous avons décidé que cette aide serait attribuée aux jeunes agriculteurs installés comme chefs d'exploitation depuis 2019, ainsi qu'aux agriculteurs en situation de détresse économique, en appliquant le principe de transparence pour les GAEC. Donc 5 000 € pour une perte supérieure à 50% et 3 000 € pour une perte de 30 à 50%. Au total, 266 dossiers ont été déposés. L'enveloppe de l'État est de 530 000 € qui a permis de verser 5 000 € à 106 exploitants. Cette aide est déjà versée sur les comptes des exploitants. Et l'enveloppe départementale permettra d'accompagner 126 bénéficiaires avec une aide de 3 000 €, soit 378 000 €. Et ces aides viendront sur les comptes des exploitations dans la foulée de notre délibération de ce matin. Je rappelle juste que d'autres collectivités ont également emboîté le pas pour ces aléas climatiques, la métropole, la région également qui a débloqué 15 millions d'euros, et puis l'État par le régime des calamités et des dégrèvements de taxes foncières sur les propriétés non bâties. Et le deuxième volet de notre rapport, c'est également une attribution pour les aléas climatiques de la grêle. Le solde de l'enveloppe pour apporter un soutien collectif aux agriculteurs via le dispositif Paragrêle. Nous avons connu des épisodes de grêle à répétition qui ont occasionné des dégâts très importants pour plusieurs filières du Rhône, arboriculture, élevage, grande culture, maraîchage, viticulture. En 2019, toujours en partenariat avec la profession, nous avons accompagné le lancement de ce système de Paragrêle sur la communauté de communes de la vallée du Garon et en 2020 sur la Corre. C'est un dispositif innovant, respectueux de l'environnement et ce système est en expérimentation sur 3 ans. Donc, afin de pouvoir mener à bien ces 3 années d'expérimentation qui donneront lieu ensuite à l'examen des résultats obtenus depuis la mise en place de ce système collectif, le département apporte un soutien à hauteur de 100 000 € en 2021 à l'association Paragrêle 69. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport qui vous a été présenté par Colette aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, adopté à l'unanimité. C'est toujours Colette Darphin sur la politique agricole forestière sur le 1,26. Oui, donc ce rapport en 4 volets. Tout d'abord, une aide à l'investissement sur l'opération 422 du PDR, le plan de développement rural. C'est pour les entreprises de transformation, de conditionnement, stockage et commercialisation en filière alimentaire. Donc 4 dossiers qui obtiennent un taux d'aide total de 40% en cumulant l'aide Europe, région et département. Tout d'abord, les salaisons Montserrat à Grézieux-le-Marché, spécialisées dans la fabrication de saucissons secs. Nous les aidons à hauteur de 18 627,79 € pour l'achat d'une nouvelle ligne de production automatisée avec tapis convoyeur. La SARL Terra Douceur à Chaponneau, création d'une conserverie, acquisition de matériel pour une aide de 11 711,15 €. SAS Gustoneo, situé à Brignais, spécialisé dans les produits à grignoter, bio, des barres de céréales, des granolas, etc.
Pour l'acquisition d'une ligne de production, une aide de 21 600,85 €. Également, l'association de préfiguration d'une SCIC, Rhône-Saône Légumes, située à Mornan. C'est une légumerie-conserverie spécialisée dans les légumes bio, prêts à l'emploi, crus ou cuits. C'est également une entreprise qui est conventionnée entreprise d'insertion. Ils ont à l'horizon de 3 ans l'objectif de transformer 350 tonnes de légumes par an et de créer 20 emplois, dont 60% en parcours d'insertion. Nous les aidons aujourd'hui pour 53 605 € à l'achat et à la mise en place d'un outil pour la décontamination, la partie froide et la partie chaude de leur production. Voilà pour la première partie de ce rapport. Une modification de subvention qui avait été votée le 11 décembre 2020 pour Cédric Brosse. Il y avait eu une erreur lors de l'instruction avec une dégressivité qui n'avait pas été prise en compte. La subvention passe de 10 922 € à 9 314 €. Le troisième point du rapport, c'est la politique forestière, dans le cadre toujours du PDR, l'opération 861, équipement auprès des exploitations forestières. Nous aidons 3 entreprises, la SARL Boucaud-Frères située à Cours, pour acquérir une abatteuse de 355 000 €. Nous les aidons à hauteur de 22 500. Alors, ces aides sont plafonnées à 300 000 € total, parce que c'est des montants très importants d'investissement. L'entreprise CK Forêt à Chenlette, acquérir un porteur forestier. Nous les aidons à hauteur de 22 500 €. Et l'entreprise Dumort Didier à Chamboilière, pareil, un porteur forestier. On les aide pour 22 500 €. Et le dernier point du rapport, c'est le report d'une subvention que nous avions votée au printemps. C'était pour l'organisation de la fête du bois qui devait avoir lieu à Claveyzol début juillet. Elle a été annulée pour cause de Covid et reportée en 2022. Donc nous reportons purement et simplement la subvention de 5 000 € que nous avons donnée à Fibois. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Gageons qu'une chose, c'est que les porteurs forestiers qu'on subventionne ne défonceront pas nos routes et les chemins communaux, parce que c'est vraiment une difficulté. Un porteur forestier, quand il est chargé, c'est 100 tonnes. Voilà. Pas d'intervention, je mets le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre adopté. Et c'est Bruno Pellachon, nouveau service public de performance énergétique. Merci, Monsieur le Président. Vous le savez certainement, en 2015, la loi de transition énergétique a donc mis en place et a posé les bases d'un service public de la performance énergétique de l'habitat, avec un objectif, c'est de faciliter le parcours de rénovation du particulier. Donc, sur le territoire du département, les différents EPCI ont mutualisé les moyens humains et financiers en faveur de cette rénovation énergétique, notamment avec la création de l'agence locale de transition énergétique, la HALT 69, à laquelle le département, mais également la région, ont souhaité adhérer. Donc la HALT 69 est devenue l'opérateur principal sur notre département. Elle porte des missions d'animation pour l'ensemble des EPCI et des missions de conseil et d'accompagnement pour l'ensemble des EPCI, à l'exception de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, la communauté de communes Saône-Beaujolais, la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien et la communauté de communes de Beaujolais-Pierre-Doré, qui ont souhaité donc réaliser eux-mêmes ces missions. En parallèle, l'association Solia est également un opérateur qui porte sur les missions d'accompagnement et de conseil. Je vous rappelle que par délibération du 11 décembre 2020, le département a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt de la région pour mettre en place et porter ce SPE sur donc notre territoire. Cette candidature a été approuvée par la région en mars 2021. La région s'engage donc à verser une subvention de fonctionnement avec donc un total maximum de 3 069 706 € sur la durée de cette convention, à savoir de 3 ans. Et cette contribution se décompose de la façon suivante: une prime région pour un montant de 527 766 €, un CE-SAR, c'est-à-dire le service d'accompagnement rénovation énergétique via région, pour un montant de 2 541 940 €. Le département a approuvé également les conventions cadres et attributives avec la région en date du 21 mai 2021. Donc, il vous est demandé, chers collègues, à autoriser le président à signer cette convention
pour la mise en œuvre donc territoriale du SPE, du service public de la performance énergétique de l'habitat, et du programme CE-SAR avec les opérateurs du territoire, et donc avec la HALT 69 et l'ensemble des EPCI du département, hors Vienne, Condrieu, agglomération, et d'autre part de prélever les crédits en dépenses et en recettes pour l'année 2021 sur le programme 2815, chapitre 65, sous fonction 515. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. S'il y a des interventions, peut-être d'un mot sur la partie SP. Moi, je n'ai pas de difficulté, mais sur la HALT 69, je voudrais qu'on ait une vraie vision, parce que la gouvernance actuelle laisse à désirer. Car dans une gouvernance, on laisse faire l'administration, c'est tout le chapiteau qui tombe sur le système. Donc il faut rapidement qu'on ait une vision, parce que autrement, moi je pense que le département devra se retirer de cette structure. Donc je mets le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre. Il est adopté à l'unanimité. Et pour finir, Monsieur le Président, vous avez le dernier rapport. Oui, un dernier rapport qui concerne le programme Petites Villes de demain, qui a été initié récemment et qui a pour objectif de donner donc aux communes et aux élus des différentes communes de moins de 20 000 habitants, donc, et qui exercent des fonctions de centralité, des moyens de concrétiser leurs projets sur leur territoire. Il est à noter que 14 communes du département ont été retenues dans ce dispositif. Je vous les rappelle rapidement: Peuplui, Court, Tizy-les-Bourgs, Saint-Bonnet-de-Mur, Saint-Laurent-de-Mur, Saint-Pierre-de-Chandieu, Sainte-Foy-l'Argentière, Saint-Symphorien-sur-Coise, L'Arbrel, Saint-Bel-Mornan, Soucy-en-Jarret, Beaujeu et Belleville en Beaujolais. Donc ces communes peuvent disposer de contributions financières de la part de la Banque des Territoires, notamment en matière de soutien à l'ingénierie. Et donc nous avons formalisé un partenariat et signé une convention avec la Banque des Territoires et le département, donc en date du 21 avril 2021, et afin de pouvoir reverser les crédits donc de la Banque des Territoires non seulement aux communes mais également aux EPCI, il vous est proposé donc d'ajouter les EPCI à la convention d'attribution, puisque certains EPCI portent des études mutualisées pour l'ensemble des communes concernées. Oui, sur ce dossier, je voudrais remercier les services du département, M. Cormoran, qui ont largement contribué à la faisabilité de ces dossiers. Monsieur le vice-président, on les a plaidés ensemble, on les a défendus ensemble. Tout à fait. Et je suis très fier que l'ensemble des dossiers qu'on a présentés aient été retenus. 3 dans ce canton, mais, mesdames et messieurs, et notamment cette commune. Monsieur le maire, vous avez signé donc très beau dispositif, bien sûr initié par l'État, mais c'est un des dispositifs de plus que l'État a mis en place, pas de souci de ce côté-là. Mais je voudrais remercier les acteurs et de la maison et sur les territoires qui ont défendu, planché devant les services de l'État. C'est toujours original de défendre des territoires avec des gens qui sont en face de vous avec une carte Michelin. Mais voilà, c'était une vraie vision de l'administration de la rue de Garibaldi, qui n'est pas forcément la même que sur les territoires des acteurs locaux. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, c'est adopté à l'unanimité. Nous en avons fini avec nos délibérations. Je voudrais peut-être dire 2 mots. Remercier tous ceux qui ont contribué à cette séance publique décentralisée. Nous nous retrouverons bien sûr le 8 octobre, mais sur place dans notre hémicycle. Nous aurons un moment particulier parce que ça sera la dernière séance d'Aldo. Donc on lui demandera, c'est le 8 octobre, voilà, on est d'accord. Donc on lui demandera ce jour-là de mettre sa grande tenue, parce que ce sera peut-être la dernière fois qu'il la mettra, pour ceux qui ne l'ont jamais venu, avec tous ces gris-gris, c'est important. Je voudrais quand même faire part de mon étonnement quand même, je veux dire, et de mon désappointement. Ici on est dans un collège qui a coûté à peu près 25 millions. Nous allons construire 3. L'éducation nationale comporte 1 million d'agents. Aujourd'hui, il n'y a aucun agent de l'éducation nationale qui est ici pour nous accueillir. C'est les vacances, je veux bien. Mais les agents du département qui travaillent dans ce collège, ils sont revenus. Et je voudrais remercier publiquement M. Dumortier d'avoir pris sur vos vacances avec votre collègue M. Darmani pour ouvrir. Heureusement que vous avez les clés. Heureusement que vous avez les clés. Franchement, je ne comprends pas. On est partenaire ou on n'est pas partenaire. Quand on pense ce qu'on a fait pour la crise Covid, ce qu'on a mis comme moyen, ce qu'on a déployé sur les territoires, ce qu'on a apporté, je veux dire, aux enfants. Attendez, franchement, il y a des collègues qui sont revenus, c'est normal.
Mais les agents du département, ils ont pris sur leurs vacances. Ils sont revenus. 1 million d'agents à l'éducation nationale. Aussi nombreux que l'Armée rouge. Franchement, là, je tombe à la renverse. Merci en tout cas, M. Dumortier. Vous savez que M. Dumortier, c'est l'agent qui... Vous savez qu'il a une spécificité, c'est l'agent qu'on avait réquisitionné pour nous prêter sa collection de Playmobil, parce que c'est certainement le plus grand collectionneur de France de Playmobil, comme quoi les Playmobil peuvent aller jusque de 7 à 77 ans. On l'avait exposé lors du Père Noël pour les enfants du département. Je voudrais remercier M. Procnard et toute son équipe autour de vous, M. Bury aussi, la technique, nos agents, nos prestataires extérieurs, bien sûr notre photographe dont on attend bien évidemment je dirais les prouesses que vous pourrez utiliser sur vos réseaux sociaux, bien sûr Aldo qui en transpire, je dirais tellement il déploie son activité sur les signatures, et puis bien sûr tous ceux qui pourront aller rester avec nous, remercier M. Orsed et toute son équipe qui va nous offrir le buffet qui nous anime. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, pardon d'avoir été un peu long, merci à la presse qui vient. Ceux qu'on ne reverrait pas, bonnes vacances. Bonnes vacances, on les mérite un peu, on a eu une petite période un peu de tension, un peu compliquée. Pour certains, ça s'est mieux fini que d'autres, mais c'est la loi de la démocratie. En tout cas, très fier d'être avec vous. On a une maison qui est en ordre de marche avec tout ce qu'on a voté tout à l'heure, qui faisait qu'une séance un peu particulière. Et puis, on nous retrouve vite. Vous n'oubliez pas, le 2 septembre, c'est la rentrée scolaire. J'ai proposé qu'un photographe accompagne M. Pommeret et Mme Bay sur leur territoire, et on en prendra un autre, Monsieur le vice-président, aller dans les collèges, ça fait plaisir. Et puis si vous voyez certains directeurs qui font de la politique, vous leur dites que ce n'est pas une bonne chose. Madame Pluvillier, c'est quelque chose qui me chafouine un peu. On ne crache pas sur les gens qui vous nourrissent. Monsieur Villiers-Merle, on est d'accord? Merci à vous tous. Bon déjeuner. On se retrouve après pour travailler un petit peu. Et puis, moi, je le fais de sa part. Ce soir, vous êtes tous invités à Condrieu parce que c'est le marché nocturne, monsieur le maire de Condrieu. Je serai à vos côtés. Donc, bien évidemment, c'est là où le Condrieu coule à flot. Merci pour l'annonce. Merci à vous tous. Bonnes vacances, ce que je ne reverrai pas, mesdames et messieurs du public. Merci.